essayer de définir hein, ce qui se situe par rapport à cette campagne là, contre les requins. En fait, ce que nous visons, c'est que nous considérons, hein, et je crois que vous serez convaincus rapidement, que les multinationales, au sens le plus large possible, sont vraiment les acteurs dominants de la mondialisation aujourd'hui. C'est eux qui dominent l'économie mondiale, mais on le verra aussi, qui sont les plus puissants dans la sphère politique, dans les rapports de force politique, et qu'il était donc intéressant et important de les montrer du doigt et aussi d'essayer de les amener à reculer sur un certain nombre de points précis. On pense que c'est possible, à condition évidemment d'être organisé, d'être efficace. Voilà. Alors quand on dit les multinationales, d'abord, c'est en fait, c'est quoi une multinationale hein? C'est une très grande entreprise qui a une maison mère, qui est située dans un pays, par exemple la France, ou souvent dans un paradis fiscal, par exemple aux Pays-Bas ou en Irlande. C'est des endroits où ils avaient des avantages fiscaux très importants pour les sociétés, des impôts sur les sociétés très bas, et qui ont des multitudes de filiales dans le monde entier. Donc, alors, pour nous, les multinationales, c'est à la fois les multinationales industrielles, ou qui sont dans l'énergie, par exemple, on pense à Total, ou bien qui sont dans l'automobile, on pense à, par exemple, on parlait ces jours-ci avec la visite du président chinois de PSA, qui va avoir des capitaux chinois maintenant. Bon, ben, c'est une multinationale, ou bien Renault, Nissan, à cheval sur le Japon et l'Europe, mais bien au-delà, sur l'Afrique, l'Amérique latine, etc. Mais il n'y a pas que les multinationales industrielles ou de l'énergie, il y a aussi les banques. Les banques, pour nous, sont des multinationales financières qui ont des filiales dans le monde entier, en particulier, j'y reviendrai, dans les paradis fiscaux. Donc, nous pensons qu'il est important de faire une campagne là-dessus parce qu'il faut que les citoyens souvent se disent qui c'est ces acteurs qui jouent un rôle si important, qui dominent, qui pèsent sur les décisions des politiques, qui sont-ils? Bien, on les montre du doigt, on dit voilà, cette année, on va travailler plus particulièrement, on va mettre le projecteur sur 3 d'entre eux, l'année prochaine, ça sera d'autres, etc. Et ça nous paraît important, d'une part pour que les gens le sachent, mais aussi après pour faire une pression, et parce qu'il n'y a rien qui compte plus pour eux que leur image. Que vous soyez une banque, que vous soyez une entreprise industrielle, on n'aime pas que l'image soit dégradée par les critiques, par la dénonciation de certaines pratiques. On pense que c'est un moyen, c'est un peu leur talon d'Achille quelque part, c'est un moyen de les obliger à bouger, de les affaiblir, ou en tout cas de les amener à éventuellement changer. Alors, on ne va pas les faire s'effondrer du jour au lendemain, on n'a pas d'illusion, mais on pense que c'est important de s'attaquer à elles, parce qu'on peut arriver à des résultats importants. Alors, en tout cas significatifs. En fait, si ces multinationales ont pris tellement de poids, c'est parce qu'on est dans un contexte de mondialisation, ce nous on appelle la mondialisation néolibérale. C'est-à-dire un développement de l'économie mondiale qui s'est accéléré à partir des années 70-80, à partir de décisions prises par les politiques. Alors, c'était à l'époque Reagan-Thatcher, mais ensuite en Europe, hein, ça a continué. Les gouvernements de gauche comme de droite d'ailleurs ont libéralisé dans tous les domaines, notamment dans le domaine du marché du travail, on en parle tous les jours, la question de la flexibilité, dans le domaine de la finance, par exemple, qui nous concerne en particulier, mais dans le domaine aussi des échanges commerciaux, on vient de parler du traité, on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure aussi, le TAFTA, donc libéralisation, libre-échange. Ça, c'est ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale. Et c'est ça qui a donné à ces grandes entreprises un pouvoir extraordinairement important, parce que désormais, ils peuvent agir en toute liberté, au-delà des frontières, circuler, faire circuler les capitaux, faire circuler les marchandises, et ça leur donne évidemment un pouvoir et un poids tout à fait considérable. Donc ça, c'est pour ça que on ne peut pas parler aujourd'hui de la mondialisation sans avoir en tête ces acteurs et de voir qu'ils ont été extraordinairement privilégiés par cette libéralisation. En fait, ce sont eux, ces multinationales, qui sont, les plus puissants et quelque part les grands gagnants de la mondialisation. Alors, toutes les réformes, le traité par exemple de libre-échange, qui est en négociation, et ceux qui l'ont précédé, ont pour gagnants principaux, pour bénéficiaires principaux, les multinationales, au détriment très souvent des populations, des usagers, des salariés. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de bien montrer. Alors, j'imagine que dans cette salle, la plupart d'entre vous le savent, ou en tout cas en sont convaincus, mais je crois qu'il faut faire passer ce message bien au-delà chez
nos collègues de travail, nos voisins, notre famille, etc. Parce que c'est important que ça apparaisse. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces multinationales? Nous, notre analyse, en particulier, c'est, et vous allez voir que c'est des choses que vous savez implicitement, même si peut-être que vous n'êtes pas encore complètement, vous n'avez pas forcément réfléchi directement, c'est qu'elles utilisent le capital financier comme une arme extraordinairement puissante. C'est-à-dire que, pour nous, une des conséquences de la libéralisation, ça a été de permettre au capital de circuler en toute liberté sur la planète, ce qu'on appelle la mobilité internationale du capital. C'est-à-dire, une entreprise peut déplacer du capital de la France vers un autre pays européen ou vers un autre continent, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, etc., en toute liberté. Ce qui n'était pas le cas, il y a 30 ou 40 ans, avant ces réformes, avant cette libéralisation. Et nous pensons que c'est ça le point important. Pourquoi c'est important? Parce que les multinationales, qu'elles soient industrielles ou financières, vont avoir comme tactique, comme stratégie, pour atteindre leur objectif qui est d'augmenter leur rentabilité, leur profit, elles vont avoir comme stratégie de mettre en concurrence à l'échelle internationale non seulement les salariés d'un pays à l'autre, donc les salariés des pays dits avancés qui ont des niveaux de salaire élevés, une protection sociale importante, avec les salariés des pays beaucoup moins avancés qui n'ont pas encore la chance d'avoir une protection sociale importante. On pense à l'Asie par exemple, on pense bien sûr aussi à l'Afrique. Bon. Mais aussi, ils mettent en concurrence les systèmes fiscaux, ce qu'on appelle la concurrence fiscale, c'est-à-dire ils vont aller vers le moins 10 ans fiscal et ils vont menacer un État, par exemple la France, en disant « je retire mes filiales de chez vous, je désinvestis chez vous, parce que vous avez un niveau d'imposition trop élevé, vous avez des cotisations sociales trop élevées, donc les prélèvements, chantage sur les prélèvements obligatoires. » Voilà. Et donc, on est dans un contexte de mise en concurrence, non seulement des salariés, mais des États entre eux, des systèmes sociaux, des systèmes fiscaux, etc. Et c'est ça qui aujourd'hui, explique en partie d'ailleurs la crise, par exemple, des finances publiques. L'érosion fiscale, la concurrence fiscale, sans parler de l'évasion fiscale, a fait que dans la plupart de nos pays, la France, mais chez nos voisins, allemands, italiens, espagnols, et dans d'autres pays du monde, eh bien, les recettes fiscales ont été amenuisées. Vous le savez, par exemple, un groupe comme Total ne paye pas d'impôts. Un groupe comme Total ne paye pas d'impôts, certaines années. Bon, avec les campagnes qui ont été menées par nous et bien d'autres encore, d'autres organisations, ils sont obligés de faire semblant de payer des impôts, mais en fait, ils ont les moyens d'échapper à l'impôt, grâce à leurs filiales et en faisant circuler les capitaux vers là où on paye le moins d'impôts, c'est-à-dire les fameux paradis fiscaux. Donc, si vous voulez, ces acteurs-là ont un pouvoir incroyable, notamment pour mettre en concurrence, pour faire de l'évasion fiscale, et aussi, c'est en négociation, et on espère que ce traité échouera d'ailleurs, que la négociation n'aboutira pas, c'est tout le travail qu'on fait sur le TAFTA, le fameux traité transatlantique, c'est qu'elle négocie aussi pour abaisser toutes les normes qui nuisent à leurs intérêts et qui nuisent aussi à leur profit, à leur rentabilité maximum. Donc ça, c'est, je crois, un point à avoir bien en tête, c'est ce capital, il est devenu extrêmement puissant. On est dans un super capitaliste, certains ont parlé d'hypercapitaliste, parce que le capital est devenu très puissant par sa capacité à se déplacer sur la planète, à mettre en concurrence les États, les salariés, etc. etc. Et ça, je crois que c'est une caractéristique majeure de la période dans laquelle on est. Et c'est quelque chose qui est typique de cette époque, de la période actuelle, contre laquelle il va falloir lutter. Mais le capital, il ne fait pas que ça. Non seulement il met en concurrence, mais aussi, par exemple, il spécule. La spéculation sur les dettes publiques. Regardez ce qui s'est passé avec la Grèce. Les grands acteurs financiers qui spéculent, Goldman Sachs, mais aussi nos banques. HSBC, bon ça c'est une banque anglo-asiatique qui est installée en France, mais BNP Paribas, Société Générale. Elles spéculent sur tout ce qu'elles peuvent utiliser pour pouvoir augmenter leur rentabilité. Et donc, elles spéculent sur les dettes publiques, elles spéculent sur les monnaies, donc ça fait quelquefois des crises monétaires, elles spéculent sur les matières premières, en induisant des fluctuations énormes sur les matières premières, créant quelquefois des famines, comme ça a été le cas en 2008 en Asie. Voilà. Et donc, ces acteurs-là, si vous voulez, ont une puissance de feu extraordinaire par les capitaux qu'ils utilisent. Alors, il y a beaucoup de catégories d'acteurs. Là, par exemple,
ceux qui sont à la pointe de la spéculation sur les matières premières ou sur les dettes, c'est les fameux fonds spéculatifs, les hedge funds. Mais on emploie le mot hedge fund, et les gens, les Français, enfin les citoyens français doivent se dire, ouah, ça c'est des méchants, mais c'est des Américains, ça ne nous concerne pas. Non, non, sachez que la plupart de nos banques, à commencer par BNP Paribas ou Société Générale, les plus grandes d'entre elles, possèdent des fonds spéculatifs. Alors en France, on parle de fonds alternatifs. Alors en plus, c'est très trompeur, parce que le mot alternatif, ça a une connotation positive. On pourrait se dire que c'est des fonds écolos, ils investissent dans l'économie sociale et solidaire. Ben, c'est pas tout à fait ça. C'est exactement l'inverse. C'est des fonds alternatifs. Eh bien, d'ailleurs, BNP Paribas, c'est elle qui, en 2007, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était en août 2007, a alerté la France, les Français, sur le début de la crise des subprimes. Parce qu'elle a dit, attention, j'ai plusieurs fonds alternatifs, donc spéculatifs, qui ont acheté des titres résultant de la titrisation de la dette américaine à haut risque. Et avec la crise, la bulle immobilière américaine qui s'effondre, les ménages américains qui deviennent insolvables, eh bien, ces fonds font des pertes énormes et je ne peux plus les coter. Enfin, tous les détenteurs de fonds qui ont investi dans ces fonds perdent de l'argent, je suis obligé de les fermer. Voilà. Et donc, c'est juste pour illustrer ça, c'est-à-dire que toutes les banques, et les nôtres en particulier, sont extrêmement actives dans la spéculation, par l'intermédiaire notamment de leurs filiales, qui sont des fonds alternatifs, des fonds d'investissement alternatifs, et qui sont présents dans le monde entier. Donc voilà, et donc ces acteurs, si vous voulez, sont extrêmement puissants. L'autre élément de leur puissance, c'est leur poids politique. On dit souvent, je vous ai entendu parler de cette expression à propos des banques, too big to fail, trop gros pour faire faillite. C'est-à-dire que la masse critique qu'ont atteint ces banques, qui est égale à plusieurs fois la valeur du produit intérieur brut français, 2 ou 3 fois, c'est colossal, ça pèse plus qu'un État ou qu'un pays, que la richesse créée dans un pays. Ces fonds, si vous voulez, ont un poids tellement important que non seulement c'est un poids financier et économique, mais c'est un poids politique. Et il s'exprime par l'intermédiaire de ce qu'on appelle souvent les lobbies bancaires. En France, ça porte un nom, c'est par exemple la Fédération bancaire française, si on raisonne sur les banques. Mais on peut regarder aussi la Chambre de commerce de Paris, pour les entreprises industrielles et commerciales, qui vont aussi faire du lobbyisme. Quel est le rôle des lobbies? Dans la période récente, par exemple, ça a été d'empêcher toutes les réformes qui, suite à la crise, avaient pour objectif de tenter de réguler, de mieux contrôler les activités bancaires ou les activités industrielles, d'accord, notamment de nature spéculative. Eh bien, on peut le dire, nous on le dit très clairement et on n'est pas les seuls, les réformes, à commencer par la réforme qui a été faite en France, la loi dite Moscovici de juin dernier, dite loi de séparation des banques de détail et des banques d'investissement, eh bien, cette loi est une montagne qui a accouché d'une souris, c'est-à-dire que même les banquiers eux-mêmes l'ont reconnu, ça ne les affectera pratiquement pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une pression extraordinairement importante des lobbies pour empêcher que cette réforme soit faite et soit menée à son terme. Mais nous, on va plus loin, parce que c'est un peu trop gentil pour le gouvernement de dire « Ah, ils sont sous la pression des lobbies, donc ils ont été obligés de reculer ». Nous allons plus loin. Nous disons qu'il y a une collusion. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement parce qu'on les oblige à reculer, c'est qu'en fait, il y a une connivence, une collusion, une consanguinité, même on pourrait dire, entre les élites politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, et les élites industrielles et financières. Nous appelons ça l'oligarchie politico-financière. Et c'est très facile à étudier, il y a des sociologues, des historiens, etc., qui ont étudié ça. En France, ça prend des formes différentes selon les pays. Hein. Si vous allez aux États-Unis, ça sera différent, mais c'est le même mécanisme. En France, par exemple, pour la finance, vous avez la caste des inspecteurs des finances, ou des gens qui sortent de l'ENA, en général, qui sont dans les ministères, ou qui sortent aussi des grandes écoles d'ingénieurs, par exemple le nucléaire, sur les questions des ingénieurs des ponts, etc., qui sont dans les ministères, mais qui aussi passent des ministères de tutelle, qui sont supposés réguler soit l'industrie, soit la finance, vers ces entreprises privées, ou quelquefois qui ont été privatisées, autrefois étaient publiques et qui maintenant sont privées. D'accord? Et comment voulez-vous que ces gens-là, qui sont de la même famille, les mêmes promos,
les gens qui se connaissent, qui dînent ensemble le samedi soir, etc., comment voulez-vous que ces gens-là se régulent entre eux? C'est impossible. Les Anglais et les Anglo-Saxons parlent des revolving doors, les portes qui tournent, c'est-à-dire vous passez de l'un à l'autre. Vous êtes banquier, mais avant vous étiez par exemple directeur du Trésor, c'était le cas de M. Pébreau, directeur du Trésor qui est devenu président de BNP Paribas. D'accord? Et ainsi de suite. On pourrait multiplier les M. Bouton, ancien président de la Société Générale, qui est très largement responsable de beaucoup de choses, notamment dans l'affaire Kerviel. Il dit qu'il n'était pas au courant, ce qui est complètement faux. Eh bien, ce monsieur, il est parti à la retraite avec une retraite chapeau énorme, sans être inquiété, parce qu'il a des protections et parce qu'il y a une connivence très forte. Bon. Ben, tous ces gens-là, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors, en France, ça prend cette forme-là parce que nous avons l'ENA, ou les grandes écoles d'ingénieurs, ce qui n'existe pas dans les autres pays, mais dans les autres pays, c'est d'autres systèmes qui fonctionnent. Et donc, aujourd'hui, ces grandes entreprises multinationales, elles tiennent entre leurs mains la puissance publique. C'est-à-dire qu'elles ont en quelque sorte capturé, les anglo-saxons parlent de capture, capturé les régulateurs, capturé ceux qui sont supposés les gouverner, et en fait, c'est la même classe sociale. Voilà. On peut parler de classe. Je pense que c'est vraiment le terme qui convient. C'est les élites qui gouvernent, et en fait, dans un intérêt bien particulier, qui n'est certainement pas l'intérêt général, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je crois qu'aujourd'hui, on le voit très clairement avec ce gouvernement, qui est pourtant socialiste, qui ne présente aucune différence, mais absolument aucune, et même peut-être va plus loin, d'une certaine façon, dans la collusion que les autres gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, qui ont existé dans la période antérieure. Il faut savoir que les gouvernements socialistes sont ceux qui ont le plus privatisé, sont ceux qui ont le plus dérégulé dans le passé. Hein. Donc, si vous voulez, la couleur politique, de ce point de vue-là, ne compte absolument pas. Voilà, donc ça c'est un point très important. Vous voyez, donc, ces multinationales, ce n'est pas uniquement des acteurs économiques, financiers, industriels, ce sont aussi des acteurs politiques qui ont un rôle extraordinairement important. Donc, pour nous, il faut qu'on attaque bien en tête ces acteurs-là. C'est-à-dire qu'en tant que citoyens qui pensons que cette société doit changer, qu'il y a des acteurs qui sont responsables de ce qui se passe, on ne peut pas ne pas aller droit sur ces acteurs-là. Ce sont eux qu'il faut faire sortir de l'ombre, parce qu'ils sont très malins. Pour la plupart du public, ils ne sont pas connus. On ne sait pas ce que fait exactement BNP Paribas, on ne sait pas exactement ce que fait Total, on ne sait pas ce que fait exactement Renault-Nissan. Donc nous, on essaye de travailler. Par exemple, pour votre information, en ce moment, on est en train de rédiger un livre noir des banques, où on essaie de faire sortir toutes les informations qu'on peut trouver sur les comportements des banques, non seulement en France, mais à l'étranger, nos banques, comment elles se comportent, par exemple, en Croatie. On a des données sur les emprunts toxiques que supportent les consommateurs et les emprunteurs liés à la Société Générale, en particulier, qui a racheté à l'occasion d'une privatisation une banque croate. C'est incroyable ce qui se font. Bon, mais il n'y a pas que les banques françaises, hein, mais nous on travaille sur les banques françaises. Mais si vous prenez les banques allemandes ou les banques italiennes, elles ne sont pas évidemment meilleures que les nôtres. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, on a, du coup, c'est pour ça qu'on a essayé d'organiser des campagnes qui ciblent ces acteurs. Et aujourd'hui, Attac, avec d'autres organisations, d'ailleurs on travaille dans des collectifs la plupart du temps, on a 3 grandes campagnes qui finalement vont dans le sens de cette attaque et aussi de cette sensibilisation au rôle des multinationales. Les 3 campagnes, il y en a une que tu as mentionnée à l'instant, c'est la campagne TAFTA, c'est la campagne sur ce traité de libre-échange en négociation entre l'Europe et les États-Unis, qui sera extrêmement dangereux, qui serait extrêmement dangereux s'il était mis en œuvre. On voit déjà ce qu'a donné l'ALENA sur le continent nord-américain, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. On sait qu'il y a eu déjà, hélas, un accord entre le Canada et l'Europe. Il n'est pas totalement ratifié, mais pratiquement, il va être ratifié. Enfin, et demain, si on y prenons garde, il y aura un accord entre les États-Unis et l'Europe qui ira sans doute beaucoup plus loin encore par rapport aux conséquences qu'il aurait sur nos modes de vie, sur nos protections, tu parlais des normes sanitaires, des normes environnementales, etc. Ça aura des conséquences absolument colossales. Et les banques se frottent les mains, parce qu'elles vont utiliser cet accord pour abaisser encore plus les contrôles bancaires. Parce que les banques hurlent en disant « vous nous imposez des règles contraignantes », en réalité c'est des règles minimales, mais en plus si ce traité demain est appliqué, comme ça sera, on appliquera les règles du moins 10 ans réglementaires, eh bien on va s'aligner sur le pays qui, dans tel et tel domaine, dans le domaine financier notamment, contrôle des banques par exemple, appliquera les règles les plus basses. Tout ça pour avoir le moins de distorsion de concurrence, comme on dit, possible à l'échelle internationale.
Donc pour nous, c'est un enjeu monumental, ce TAFTA. Et nous ne sommes pas pessimistes. C'est-à-dire, nous pensons que nous pouvons gagner. De même qu'on a pu gagner dans le passé sur l'AMI, par exemple, l'accord mondial sur l'investissement, le multilatéral plutôt sur l'investissement. Je pense que si les opinions publiques sont suffisamment alertées, non seulement en France, bien sûr, mais dans tous les pays européens, et on travaille à créer des collectifs européens, on peut arriver à bloquer les choses. Vous avez vu qu'en France, déjà, il y a des collectivités territoriales, des régions ou des villes qui se sont déclarées hors TAFTA, déjà. Donc, ça commence, comme il y avait eu avant les communes et les collectivités publiques hors AGCS. Vous vous rappelez, dans les négociations, dans le cadre de l'OMC, sur les services. Donc, si vous voulez, on peut gagner. C'est-à-dire qu'on peut empêcher que cet accord vienne à terme, soit négocié et soit signé. Mais la bagarre sera longue. Ça va prendre sans doute plusieurs années. Il faut qu'on soit très vigilant. Il faut, comme tu le disais, ils ne nous donnent pas les informations, donc il faut qu'on obtienne les informations et qu'on mette sur la défensive en permanence nos gouvernements, parce que ce sont eux qui sont responsables. On accuse le commissaire européen de négocier, bien sûr, il négocie et c'est un libéral, mais en fait, il a le mandat que lui ont donné les gouvernements. Nos gouvernements sont responsables. C'est un peu facile de dire c'est l'Europe. C'est les gouvernements nationaux qui ont donné mandat, et là, on peut se battre. Juste pour la petite histoire, je disais tout à l'heure que le gouvernement français, non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais c'est ce que c'est dans l'interview que j'ai fait tout à l'heure, le gouvernement français est un des plus inquiétants dans son comportement par rapport notamment à toutes ces questions. Je prends la question du TAFTA. Est-ce que vous avez vu dans les médias, dans la presse, si vous lisez les journaux, qu'en Allemagne, le gouvernement allemand a commencé à réagir par rapport aux conséquences qu'aurait ce que tu disais tout à l'heure sur la question de l'investissement, c'est-à-dire la protection des investisseurs. Le gouvernement allemand, tout libéral et tout conservateur qu'il est, a dit « Attention, nous, on n'acceptera pas n'importe quoi pour la protection des investisseurs. » Eh bien, les Allemands le disent, le gouvernement allemand apparemment a l'air d'être d'accord pour faire quelque chose. En France, rien du tout. Rien de rien. Zéro. Alors que nous, on essaie d'agiter le problème et de dire « Attention, si vous acceptez ça, ça va être catastrophique. » Donc ça, c'est la première campagne. L'autre campagne sur laquelle on se bat beaucoup, c'est la campagne sur la taxe sur les transactions financières. Pourquoi est-ce qu'on croit que la taxe sur les transactions financières est importante? Eh bien, si on reprend l'idée qu'avait Tobin, l'auteur de cette idée, qui a repris lui-même une idée d'ailleurs de Keynes dans les années 30, au moment de la crise des années 30, l'idée c'est que s'il y a une taxe sur les transactions financières, l'expression de Tobin est assez imagée, il dit c'est pour mettre des grains de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance internationale. L'idée, c'est de ralentir, d'empêcher la circulation trop facile des capitaux à l'échelle internationale. Si on met une taxe, les capitaux circuleront moins vite, moins facilement, notamment les capitaux spéculatifs, et que donc c'est un des moyens, ce n'est pas le seul, mais c'est un des moyens de ralentir cette capacité qu'a le capital à circuler, comme je vous disais tout à l'heure, en toute liberté à l'échelle internationale. Donc nous pensons que c'est un des dispositifs à mettre en place, et depuis le début de l'existence d'ATTAC. Et aujourd'hui, nous sommes dans une campagne avec une coalition d'ONG, dans lesquelles il y a Oxfam, dont vous avez certainement entendu parler, il y a le comité Roosevelt qui vient de se créer, qui s'appelle Nouvelle Donne à l'occasion des élections européennes, il y a le CCFD, Comité catholique contre la faim dans le monde, il y a le Secours catholique d'ailleurs, il y a d'autres ONG, on essaie de travailler en réseau, de la manière la plus large possible, et avec aussi les autres organisations européennes. Alors, justement, la taxe sur les transactions financières, savez-vous ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas si vous êtes un peu informés, si vous avez suivi ce qui se passe. Il y a un projet de directive européenne sur cette taxe. La Commission européenne a complètement changé son fusil d'épaule. Elle était opposée avant, et elle est devenue favorable. Pourquoi? Elle est devenue favorable parce qu'elle a pensé que c'était un moyen d'avoir des rentrées fiscales pour le budget européen. Ce qui n'est pas faux. Si la taxe est appliquée, on peut imaginer qu'une partie des recettes fiscales aille pour abonder le budget européen. Bien. Donc elle est devenue favorable, alors qu'au début, elle était opposée parce qu'elle disait ça porte atteinte à la libre circulation des capitaux. Vous savez qu'en Europe, l'Europe néolibérale est construite sur les libertés fondamentales, entre guillemets, liberté de circulation des personnes, des capitaux, des marchandises. Mais tout d'un coup, la Commission est pour. Alors, il y a une directive qui nous paraît satisfaisante.
parce qu'elle a une assiette assez large, elle a des taux d'imposition qui seraient de nature à freiner la spéculation, donc on est plutôt pour. Il y a une coopération renforcée entre 11 pays aujourd'hui sur les 28 de l'Union européenne. Vous savez ce que c'est qu'une coopération renforcée? C'est quand un groupe de pays, pour appliquer une politique particulière ou des réformes particulières, mais qui ne représentent pas la totalité des pays de l'Union, eh bien, décident d'aller de l'avant ensemble et vont de l'avant ceux-là, mais pas forcément les autres. Ce qu'on appelle une coopération renforcée. Donc aujourd'hui, il y a 11 pays. Dans les 11 pays, il y a les grands pays que sont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France. Donc ça pèse. Ça pèse. Ben, savez-vous quel est le pays qui freine le plus dans les négociations, d'après les indiscrétions et les informations qu'on a? La France. Bercy. Le lobby bancaire français. Voilà ce qui se passe. Les Allemands, une fois de plus, je parle des Allemands, mais je pourrais parler d'autres pays, hein, l'Italie, l'Espagne, mais on travaille beaucoup avec les Allemands parce que le poids économique et politique de l'Allemagne est important, puis, comment dire, Attaque Allemagne pèse très lourd aussi, c'est plus gros d'ailleurs qu'Attaque France, hein. Eh bien, ils ont réussi à avoir, par des indiscrétions de négociateurs, ils arrivent à avoir des informations, et c'est le gouvernement français qui freine le plus, sur toute la question notamment de taxation de ce que l'on appelle les produits dérivés, vous savez, les opérations à terme, etc. C'est le gouvernement français qui freine le plus. C'est incroyable. Le gouvernement allemand, quand il y a eu la coalition entre le SPD et donc le parti de la chancelière, une des premières mesures qu'ils ont mis dans leur agenda, dans leur programme de gouvernement, c'était la taxe sur les transactions financières. C'est-à-dire qu'en Allemagne, la gauche et la droite, qui ne sont pourtant pas des gauchistes, hein, les SPD, non, bon, eh bien, sont convaincus, et sont des défenseurs convaincus de la taxe sur les transactions financières. Ça, c'est un paradoxe intéressant. Pour moi, ce n'est pas un paradoxe. Je fais juste une parenthèse, même si c'est une petite digression par rapport au sujet. En Allemagne, ce qui compte, ce n'est pas la finance, c'est l'industrie. Et ils ont compris, les Allemands, et ils ont complètement raison, que trop de finance tue l'industrie, tue l'appareil productif. En France, on est un des pays européens les plus financiarisés. Parce que les élites financières, les banques sont très puissantes, etc. Et quand on parle, vous savez, de désindustrialisation en France, on nous montre du doigt le coût du travail, on nous montre du doigt les réglementations trop strictes. Eh bien, moi je vais vous dire, on ne parle jamais d'un autre facteur de désindustrialisation, et peut-être le plus important, c'est la financiarisation. Les Allemands l'ont compris, c'est pour ça qu'ils défendent la taxe sur les transactions financières. Notre gouvernement, qui est sous l'empire du lobby financier, est un de ceux qui freine le plus pour cette taxe sur les transactions financières. Donc aujourd'hui, la campagne que nous menons, avec d'autres organisations, c'est d'essayer de montrer que le gouvernement français traîne, d'organiser une pression sur lui pour que la taxe sur les transactions financières soit adoptée, que la directive soit adoptée. Et donc là, il y a tout un... On se bagarre maintenant de manière assez intense, parce qu'il y a les élections européennes. Donc on interpelle les candidats des différents partis. Il y a des sommets européens, il y en a eu un le 19 février où ils ont fait une déclaration tout à fait molle, la France et l'Allemagne, notamment un sommet franco-allemand. Il y en a un autre le 6 mai. Donc on suit tous les sommets et on fait une pression la plus élevée possible pour obliger le gouvernement français à arrêter de freiner, quoi. Donc voilà, vous voyez un peu ce qui se passe. La troisième campagne, donc, à part le TAFTA et celle sur les taxes, donc c'est celle sur les requins que nous menons. Donc aujourd'hui, on est dans ces trois campagnes et vous voyez, vous retrouvez que dans ces trois campagnes, il y a un dénominateur commun, c'est se battre contre les mastodontes industriels et financiers qui dominent aujourd'hui la mondialisation et qui font que finalement, on est paralysé. Il n'y a pas de réforme, on n'arrive pas à prendre les mesures qui s'imposent pour éviter qu'éventuellement d'autres crises se produisent demain parce que ces acteurs sont devenus très puissants. Vous savez, les Américains emploient l'expression que j'aime bien, il y a too big to fail, et il y en a une autre, c'est too big to jail. C'est-à-dire trop gros pour aller en prison. Parce que ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a une impunité. Oui, Goldman Sachs, mais aussi en France, hein, il y a une impunité des dirigeants, qu'ils soient industriels ou financiers, qui est incroyable. Regardez l'affaire Kerviel. L'affaire Kerviel, c'est évident que M. Bouton savait. Parce qu'il y avait des tas d'acteurs extérieurs à Société Générale à l'époque qui avaient dit attention, vous avez un trader qui prend des risques. La hiérarchie savait très bien. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas été condamnés?
Alors ce qui est intéressant, c'est que le dernier arrêté de la Cour d'appel, là, a cassé le jugement et donne à penser maintenant qu'il y a une responsabilité aussi de la Société Générale. C'est très intéressant. Mais il n'empêche que ces gens-là, qui sont en partie responsables, en grande partie responsables de ce qui se passe, notamment dans le cas de l'affaire Kerviel, donc une spéculation éhontée sur les marchés financiers, eh bien, ne soient pas inquiétés. L'irresponsabilité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on doit se battre. On va condamner à prison un gamin qui aura volé un vélo, ou qui aura volé un étal de boutique parce qu'il ne mange pas à sa faim. Par contre, ou en prison, en tout cas, une amende importante. Par contre, un dirigeant qui va occasionner une perte de plusieurs milliards d'euros à son entreprise ou à sa banque, on n'y touche pas. Donc il y a quelque chose qui évidemment, est pour nous inacceptable. Alors pour terminer ma présentation, ou plutôt pour amorcer le débat, on peut se dire, mais que faire par rapport à tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de citoyens, beaucoup d'entre nous, peut-être, ici dans cette salle, qui sont découragés. On a l'impression qu'on est face à un mur, que de toute façon, on n'y peut rien. Ils sont tellement gros et tellement puissants et tellement lointains et tellement dans les hautes sphères du pouvoir que nous, on n'y peut rien. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, on peut avoir cette impression qui est en partie justifiée. C'est vrai qu'on est dans un rapport de force très difficile. Il n'empêche qu'on peut marquer des points quand même, je pense, par des actions, celle-là, les requins, mais bien et d'autres encore. Parce que ça amène une prise de conscience dans l'opinion et ça amène aussi une mobilisation, disons, du mouvement social au sens large. Parce que dans toutes les actions que nous tentons de mener, on essaie d'impliquer les organisations syndicales. TAFTA, ils sont très, très concernés. La CES, la Confédération Européenne des Syndicats, a indiqué qu'elle était opposée à ce traité de libre-échange. Donc on essaie de travailler avec les organisations syndicales, les différentes ONG, les différentes organisations, et des partis politiques qui acceptent de prendre position courageusement dans cette affaire, mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement. Donc l'idée c'est de travailler tous ensemble, et on pense qu'on peut marquer des points d'une manière significative. Évidemment, il faut avoir des objectifs bien ciblés, il faut travailler ensemble, être solidaires, et puis accepter les compromis, parce que quand nous on est avec Oxfam par exemple, je prends un exemple, on travaille ensemble mais on n'a pas exactement les mêmes objectifs. Je prends le cas de la taxe sur les transactions financières. Pour ATTAC, l'objectif numéro 1 c'est de lutter contre la spéculation. C'est pas que l'impôt rapporte de l'argent. Les ressources fiscales qu'on dégage sont un objectif secondaire pour nous, même s'il n'est pas négligeable. Alors que pour Oxfam, l'objectif principal, c'est de ramener des ressources, d'accord, pour pouvoir financer des projets qui sont d'ailleurs très intéressants, de lutte contre les pandémies, ou bien d'assainissement, ou d'adduction d'eau, etc. Bon. Nous, on pense que pour ça, il y a des financements publics autres, et que ce n'est pas l'objectif principal de la taxe, c'est d'abord de casser la spéculation. Mais on fait un compromis avec eux, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un certain nombre de campagnes où chacun défendra ses objectifs, mais on travaille ensemble pour peser, parce que si on est seul, évidemment, on n'arrivera pas à un résultat significatif. Donc ça nous paraît relativement important. En d'autres termes, aujourd'hui, on le voit bien avec les élections, etc. On voit que la démocratie élective et représentative est en crise. C'est le moins qu'on puisse dire. Regardez ce qui s'est passé aux dernières élections, enfin le week-end dernier, avec le nombre élevé d'abstentions. Je ne parle même pas de ce qui se passe du côté du Front National, évidemment. Il y a une méfiance, non seulement à l'égard des politiques, mais aussi à l'égard du système électoral, du rôle que ça peut avoir de voter. Combien de jeunes ne votent pas? Combien de personnes sont totalement désabusées parce qu'ils disent que ça ne sert à rien de voter. Bon. Donc, ça veut dire que ce système a certainement besoin d'être réformé, mais qu'il n'est pas suffisant. La démocratie représentative n'est pas suffisante. Il faut avoir et développer une démocratie participative, une démocratie citoyenne, et imposer des instruments. Tout à l'heure, vous parliez par exemple, des référendums d'initiative citoyenne, voilà un exemple. Des tribunaux de citoyens, voilà un exemple. Et ça nous paraît très important pour obliger tous les acteurs, notamment les élus, à respecter leurs engagements. Alors, par exemple, je vous donne une illustration de ce qu'on essaye de faire. Vous avez entendu parler, j'imagine, de l'association, l'organisation qui s'appelle Finance Watch, qui est à Bruxelles, qu'on peut définir comme une sorte de contre-lobby financier. C'est-à-dire, Finance Watch, ça veut dire j'observe la finance, j'observe les lobbies et je les dénonce. Donc ils sont très bien installés à Bruxelles
Et ils ont un poids non négligeable pour peser justement, pour mettre en pleine lumière les agissements souvent scandaleux des lobbies bancaires par rapport pour acheter, pour faire pression sur ceux qui préparent les lois, les textes réglementaires, les directives, etc. Bien. Eh bien, nous sommes membres, ATTAC, avec d'autres ONG, de Finance Watch. Et on organise le 6 mai une réunion publique d'interpellation des candidats aux élections européennes. C'est-à-dire qu'on fait venir des têtes de liste des principaux partis qui ont des groupes au Parlement européen, et on leur dit, voilà, quels sont vos engagements dans le domaine financier pour lutter contre la spéculation, pour la séparation des banques, etc. Dites-nous quels sont vos engagements. Et deuxièmement, on leur dit, attention, vous aujourd'hui vous nous promettez, mais demain, est-ce que vous acceptez de revenir, par exemple dans 2 ans, à mi-mandat, pour rendre des comptes sur ce que vous aurez fait effectivement en tant qu'élu au Parlement européen? Est-ce que vous aurez assisté aux réunions? Est-ce que vous aurez voté? Quels ont été vos votes? En d'autres termes, c'est l'idée que les élus, c'est indispensable. Il faut les respecter, il faut leur donner des moyens d'agir, etc. Mais il faut qu'ils rendent des comptes. Il ne faut pas qu'il y ait des élections tous les 4 ou 5 ans, et à chaque fois, on fait des promesses qui ne sont pas tenues. Donc, nous, citoyens, nous avons une responsabilité, qui que nous soyons d'ailleurs, même si nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas dans une organisation, nous avons un moyen, une obligation de faire pression sur ceux qui nous gouvernent, que ce soit au niveau des collectivités locales, que ce soit au niveau du Parlement européen ou du Parlement national. Il faut organiser des formes d'intervention des citoyens pour faire pression pour que les élus respectent leurs engagements. Et ça nous paraît extrêmement important. Et c'est à ce moment-là que sera réhabilitée, d'ailleurs, quelque part, la démocratie représentative. C'est que s'il y a cela, s'il y a cette interaction entre les citoyens, les organisations de la société civile en général, et les élus, alors les élus joueront mieux leur rôle, et ils seront mieux respectés, et les gens voteront à nouveau, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, voyez, on a ce rôle-là. Et si on arrive à faire cela, on retrouvera peut-être un moyen de pression sur les acteurs financiers et industriels. Parce qu'à ce moment-là, en obligeant les élus à respecter leurs engagements, les engagements notamment de régulation, de lutte contre la spéculation, etc., contre les paradis fiscaux, eh bien, il y aura une pression supplémentaire qui s'exercera sur les acteurs de cette évasion fiscale, de cette spéculation, et ça donnera plus de poids, le rapport de force sera différent entre eux et nous, entre les citoyens et les multinationales. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi sur lequel il faut agir. C'est pour ça qu'on pensons à ATTAC qu'on a un travail à faire auprès de nos concitoyens. Bon, vous êtes là, c'est que vous êtes déjà très conscients et déjà engagés, j'en suis sûr pour la plupart d'entre vous, mais il faut convaincre les jeunes en particulier, les étudiants, moi je travaille en milieu étudiant, j'essaie de le faire, ou les moins jeunes évidemment, de s'engager et de participer d'une manière directe ou indirecte à la vie, à la vie publique, à la vie de la cité, parce qu'autrement on ne gagnera pas cette bagarre pour le changement du système, ça c'est clair. On n'aura pas de... Nous pensons qu'un autre monde est possible, mais cet autre monde n'est possible que si les citoyens sont actifs. Autrement, on a perdu d'avance, quand on voit les mastodontes que l'on a face à nous. Voilà. Et je crois qu'il faut en être conscient. Il ne faut pas être pessimiste, mais en tout cas, il faut prendre acte du fait que la situation est difficile en ce moment, qu'il y a de grands dangers. Je n'ai pas parlé du tout de la question écologique ce soir, et c'est évidemment un des problèmes majeurs aussi. Si on ne prend pas en main nous-mêmes nos responsabilités, bon, il se passera des choses absolument catastrophiques. Regardez, je terminerai là-dessus, la France doit accueillir en 2015 la conférence internationale sur le climat. Eh bien, croyez-moi, ça ne se présente pas très bien. Tant du côté français que du côté des autres pays d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire, un échec de cette conférence? Ça voudrait dire que on n'est pas capable de décider que le climat est un bien commun de l'humanité, qu'il faut absolument lutter contre la hausse donc, des températures, et à ce moment-là, on va vers des catastrophes. Et vous avez peut-être vu, c'est pour ça que je suis pour le moment modérément optimiste, que la semaine dernière, il y a eu un sommet européen, enfin un mini-sommet, où les gouvernements européens n'ont pas été capables de s'entendre sur le paquet climat, qui est simplement la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Les climatologues vous diront, les gens du GIEC, etc., vous diront que 40% c'est insuffisant pour éviter la hausse de température de 2 degrés. Les 2 degrés fatidiques, c'est-à-dire que si on va au-delà des 2 degrés,
il se passe des choses en termes de diversification, de perturbations climatiques, etc., catastrophiques. Eh bien, les Européens, même sur cet objectif insuffisant, ne sont pas capables de s'entendre. Alors, je ne parle même pas des États-Unis. En plus, aux États-Unis, il va y avoir des élections, et les républicains risquent de gagner. Obama, qui avait une petite velléité, va être mis totalement en minorité. Donc, vous voyez, l'échiquier politique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, n'est pas très bon par rapport à tout ça. Donc, on a une responsabilité énorme. Et par rapport à nos enfants, aux générations futures. Hein, parce que qu'est-ce qu'ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont déguster si dans les 50 ou 100 ans qui viennent, vous avez plus de 2 degrés de hausse de température. Ça va être absolument catastrophique. Donc, voilà, il faut vraiment se bouger et s'investir dans les campagnes. Et encore une fois, nos adversaires dans tout ça, c'est les grands groupes, les multinationales et ceux qui sont en collusion avec eux. Voilà. Qu'il faut absolument, il faut se battre, autrement, on n'arrivera pas à changer le monde, comme on le veut tous, je pense, dans cette salle. Voilà. Bravo.